Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle visite de mon jardin. Donc la dernière, c'était le 2 juin dernier, donc il y a environ 2 mois. Là, on est le 24 août 2023. Donc j'avais fait une vidéo fin de printemps, quoi, début juin. Et vous allez pouvoir voir un petit peu l'évolution. Et donc c'est la 14e vidéo de mon jardin. Donc ça fait près de 5 ans que je développe ce jardin en permaculture. Et donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos historiques depuis les débuts dans la playlist Mon jardin en permaculture. Voilà. Donc je vous redonne la géolocalisation. Nous sommes donc dans le département de la Vienne, donc centre-ouest de la France, et aux abords de Poitiers. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite visite. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé depuis 2 mois. Donc tout d'abord, on a vraiment eu un été formidable, hein. Je veux dire vraiment de la chaleur. Il y en a manqué un peu de chaleur en mai, c'était pas simple pour les semis, mais avec la couche chaude, je m'en suis sorti. Mais vraiment un super été, quoi. De la chaleur, de la pluie, vraiment magnifique, quoi. Hier, on a eu des beaux orages et tout, pour avoir une belle pluie bien enrichie en énergie. Et non, vraiment, super été. Rien à dire, idéal pour le potager. Alors, donc dans la serre, on va déjà commencer par la serre. Donc, eh bien, vous aviez vu, j'avais mis toutes les tomates là-bas, les concombres là-bas, ici kiwano, physalis, verveine, framboisier. Puis là, j'avais des plants de butternut qui me restaient, de courges butternut, et je les ai mis là, dans la serre. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas, plutôt que de les jeter. Où je trouvais personne à qui les donner. Et puis donc voilà, il y a des butternut qui sont en train d'arriver dans la serre. Donc je les ai plantés tardivement. Donc je pense que d'ici fin octobre, ce sera pas mal. Sur cette zone-là, donc il y a des framboisiers. Voilà, framboisiers mélangés avec la verveine citronnelle là, qui prolifère un petit peu partout. Donc cette partie-là, c'est vraiment c'est la jungle, hein, vraiment. On a là les butternut qui arrivent même jusqu'ici. On a ici là, cette plante qui grimpe là, partout, qui se répand partout. Donc c'est les kiwano, le concombre cornu. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc ils sont balèzes cette année. Donc je garde les graines chaque année. Et donc vous voyez, après il va devenir jaunâtre, orangé. Et donc ça fait 2 ans que je fais c'est peut-être un légume-fruit quoi, qui vient d'Afrique, mais qui marche très bien. Là, moi je le fais en serre. Je garde les graines chaque année. Et en fait, l'intérieur, vous voyez, c'est comme... je le coupe en deux comme ça, je mange à petite cuillère. C'est un peu gélatineux et ça mélange le goût entre concombre et banane ou kiwi, quoi. C'est vraiment très très bon. Et l'intérêt de ce légume-fruit, c'est que ça se conserve en cave. Donc ça, c'est formidable. Donc le kiwano. Donc il y en a plusieurs, vous voyez. Hop. Et donc là, ils sont en train de... Bon, je connais pas trop les valeurs nutritionnelles, mais c'est vraiment un super légume-fruit. Puis il n'y a pas, bon, j'arrose, hein, mais qui grandit très bien. Vous voyez, il y en a partout. Donc ça, c'est chouette parce que ça va être un légume que je vais pouvoir manger à partir de septembre. Et puis je vais pouvoir garder en cave. Alors l'année dernière, je les ai mangés assez vite, mais peut-être, on m'a dit que ça se gardait en cave. Donc peut-être quelques mois en cave, donc ça c'est super intéressant. Et comme vous pouvez le voir, si vous refaites un petit peu l'historique de mon jardin ici, et bien d'année en année, je grossis mes productions, je plante de plus en plus. C'est pas parce qu'on va avoir 500 mètres carrés de terrain qu'il faut occuper dès la première année les 500 mètres carrés. Il vaut mieux monter progressivement les premières briques et ensuite composer autour et grossir. Et ensuite, on est tous plus ou moins à l'aise sur des plans, sur des productions. On a tous nos préférences, on a tous il y a des plans, il y a des productions qu'on arrive mieux que d'autres. Ça, c'est chacun comme il le ressent. Et bien moi, je grossis. Par exemple, avec kiwano, j'arrive assez bien. Donc, et moi, j'en plante de plus en plus chaque année. Là, pareil, les physalis, vous voyez, l'amour en cage. Voilà, les miennes, elles sont pas super vertes. Elles sont pas super orange, mais vous voyez, elle fait ses fruits, ils tombent partout par terre comme ça. Et là, j'ai rencontré un monsieur, un maraîcher bio à la retraite qui
qui est très très avancé en autonomie, c'est incroyable. Et lui, donc ces physalis, il les laisse à terre, dans sa serre, et il vient les manger l'hiver. En fait, on appelle ça aussi l'amour en cage. En fait, leur enveloppe leur permet de se protéger. Et donc on peut les laisser au sol et venir les récolter l'hiver. Et le plant va mourir, mais en fin de compte, ce qui m'a plu, c'est que c'est entre guillemets une vivace. Donc je vais bien pailler, et l'année prochaine, il va repartir en fin de compte. Moi, chaque année, je les ai arrachés. Et en fait, il m'a dit non, 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 laisse-les, tu pailles, et puis tu verras l'année prochaine, elle va repartir. Donc ça, c'est génial. Mon physalis, alors là, je peux vous dire, c'est hyper abondant. Mais de toute façon, là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses que je ne me ramasse même pas parce que je ne suis pas encore suffisamment bien organisé. Parce que la problématique, c'est que je n'habite pas sur la ferme ici. Là, c'est la ferme de mes grands-parents. On a pour projet de racheter la ferme. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'accord de banque, mais on a bon espoir que ça puisse se faire dans l'avenir. Et quand j'habiterai vraiment sur place, ce sera plus facile pour moi pour bien organiser mes transfos, mes conserves. Donc je le fais déjà, mais je pourrais le faire bien mieux encore quand j'habiterai sur place. Parce que j'habite seulement à 3 km, mais... Ah, il y a un petit peu de vase qui est remonté dans ma pompe. Donc ça, c'est une petite pompe qui me permet de prendre l'eau en bas et de la remonter là tout simplement pour oxygéner l'eau. Donc ma marche, je répète pour la énième fois, à cheval entre l'intérieur et l'extérieur pour donner aussi de l'eau à l'extérieur de la serre pour la biodiversité. Donc là, vous avez compris, il y a aussi de la vigne. Ça, c'est des boutures de vigne d'un raisin exceptionnel. Un gros raisin de table. Donc là, j'en ai fait plusieurs boutures. Donc là, on a tout là. Là, j'ai mélangé butternut, framboisier, verveine citronnelle, kiwano, physalis et vigne. Voilà. Déjà là, en polyculture, on est pas mal. Donc la vraie polyculture, c'est mélanger plusieurs familles. Donc là, oui, là, il y a plusieurs variétés, plusieurs familles de plantes. Donc ensuite, là, toute la zone de tomates. Donc là, on voit que les noix de Crimée commencent à arriver à la fin. Elles commencent à donner un petit peu moins, là. Et puis, elles jaunissent, un petit peu de mildiou, mais absolument pas dérangeant, tant que ça ravage pas le plant. Voilà. Et puis, bah, alors là, les tomates, les petites tomates poires comme ça... Là, je sais pas, j'en ai mis peut-être 6 ou 7 plants. Ça donne... Ça n'arrête pas, en fait. Ça n'arrête pas de donner. Vraiment magnifique. Là, les tomates green zebra, tomates vertes, absolument très bonnes. Là, après, les petites tomates cerises. Donc ça, c'est pareil, il faut venir récolter tous les jours. Après, là, les tomates de Berao, qui sont à l'origine les graines de Damien de Carve, dont je garde, donc là, c'est la 2e année. Je vais encore garder mes graines, je vais refaire mes plants, donc voilà. C'est des tomates qui sont pas grosses. C'est une des tomates préférées de Damien de Carve, le permaculteur. C'est des tomates qui sont pas grosses, mais qui sont très abondantes et qui se conservent super bien. C'est-à-dire que, contrairement aux noires de Crimée, quand je les cueille, même si je les mets dans la cave, au bout de 3 jours, elles commencent déjà à pourrir. Alors que la tomate de Berao, elle n'est pas très grosse, mais elle en donne beaucoup et elle se conserve très bien une fois cueillie, quoi. Excusez-moi, j'ai un petit creux. Donc, moi, ça me permet... Alors, elle est précoce. On en a eu depuis... ça a été moins précoce que l'année dernière. Depuis début juillet, quoi, je pense, vers le 10 juillet. Et on peut en avoir des tomates jusqu'à fin octobre, quoi. Conserve, je veux dire. Donc là, un plant de concombre. Voilà. Donc encore les tomates. Donc j'avais mis des tournesols. J'ai fait des semis de tournesol, vous voyez. Et les graines ont toutes été mangées par les oiseaux. Voilà. Vous voyez, là, ils sont encore en train de faire leurs fleurs. Donc, ça apporte de l'esthétisme, ça apporte de la beauté, des fleurs dans la serre. Et ça apporte, regardez, de la nourriture pour les oiseaux. Et ça, c'est formidable. Plutôt que de faire des graines, les mettre dans une mangeoire, etc., autant planter des tournesols. Moi, ça m'attire les pollinisateurs, ça m'attire les oiseaux avec leurs fientes qui vont venir enrichir les sols, finalement, à petit niveau, mais voilà. Ça me fait venir la biodiversité. Et le jardin, c'est pour tout le monde. Là, il y a plein de... Là, vous voyez, là, c'était les concombres palestiniens. Donc, ils arrivent à la fin, là. Concombres palestiniens. Très, très bons concombres, hein. Ma femme qui est libanaise, ils en mangent souvent
On mange beaucoup de cette variété de concombre au Liban. Les tomates. Donc là, c'était une courgette, pardon. Donc courgette, elle, c'était des courgettes jaunes. Donc elle a donné pas mal. Elle a donné environ 4 semaines, quoi. Un mois, comme d'habitude. Et je vous montrer les courgettes extérieures, elles ont donné beaucoup plus longtemps. Là, les petits poivrons. Alors là, les concombres, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a peut-être une quinzaine de pieds. Hein. J'en fais toujours plus. Comme ça, au pire, je peux en donner, je peux en troquer. Et je peux produire trop. Donc là, franchement, les concombres, j'en ai beaucoup trop. Mais je me fais des jus concombre betterave. J'ai des betteraves dans le jardin, dans mon jardin à l'extérieur, vous verrez tout à l'heure. Bon, les concombres, ça, c'est l'abondance, l'abondance. Donc j'ai pris que des concombres noix et des concombres palestiniens. Voilà, ça arrive un peu à la fin, ça commence à jaunir et tout. Donc voilà, les concombres. Donc voilà pour la serre. Donc moi j'en suis très content. Donc comme j'ai déjà dit plein de fois, donc j'ai pris l'option avec des grandes portes pour bien ventiler. En cas de tempête, je vais fermer, mais sinon ça permet de bien ventiler. Après, ce que j'ai fait cette année, c'est une nouveauté. Pour éviter l'enherbement, j'ai mis des bûches. J'avais des bûches. Donc mes plants, je les ai encadrés de bûches. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'innove. Je ne l'ai pas vu, je m'inspire de personne. Et c'est vachement bien. Parce que, par exemple, quand j'arrose, peut-être tous les 4 jours, je mets un arrosoir par zone. Là, dans cette petite zone, je vais mettre 10 litres. Là, je vais mettre 10 litres. Là, je vais mettre 10 litres. Là, je vais mettre 10 litres. Etc. etc. Et ça délimite bien, ça évite l'enherbement. Donc là, on voit quand même que le liseron vient quand même. Mais ça évite quand même. Et puis, ça permet, regardez dessous, voilà, de garder toute la vie du sol et puis là, de l'humidité. Donc avec un matériau naturel, le bois, on permet de garder l'humidité, on permet d'apporter des champignons, des refuges à insectes, etc. Donc automatiquement, moi je suis sûr que plus on apporte de biodiversité, plus il y a de vie, moins il y a de maladies, parce qu'on recrée l'équilibre naturel des choses. Et ben, en plus c'est esthétique, hein. Vous voyez, c'est beau, on voit les bûches comme ça, je trouve ça très chouette. Et là, vous voyez, comme ça, mes concombres que j'ai tutorés avec de la ficelle, c'est de la ficelle naturelle, donc à la fin de la saison, je coupe, je mets tout au sol et je repaille. Je mets un petit peu de fumier ou quelque chose, mais j'ai pas besoin de me casser la tête à récupérer. Je la redonne dans la nature. Et bien ça fait des zones comme ça dans lesquelles je peux arroser. Et avec les bûches, c'est hyper pratique et ça a vraiment évité l'enherbement, vous voyez. Et je trouve qu'il y a un côté esthétique, moi, qui me plaît beaucoup, quoi. Donc voilà. Donc un petit tour à l'extérieur. Alors là, j'avais fait 3 vagues de courgettes en fait. Alors on va commencer à la première qui est là-bas. Donc ça, c'est des plants que j'ai achetés à mon ami Philippe. J'ai fait une vidéo pour notre groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel, Naturalité, avec Philippe, qui fait des plantes sauvages, qui fait des plantes aromatiques, médicinales et des plantes potagères. Et donc cette variété de courgettes est extraordinaire. Là, j'en ai fait grossir deux pour garder des courges, pour garder les graines. Je veux dire pourquoi elle est extraordinaire, parce que en fait, eh bien, elle donne depuis au moins 6 semaines, quoi. Et elles n'arrêtent pas, quoi. Elles n'arrêtent pas, quoi. Regardez là, il va falloir que je les ramasse. Et il y a juste 3 plants, mais elles donnent une quantité, mais c'est vraiment hallucinant, quoi. J'avais jamais vu ça. Et vous voyez comme elles grandissent, quoi. Elles grossissent et elles n'arrêtent pas de faire de la courgette, quoi. Mais depuis 6 semaines, quoi. C'est depuis vraiment, ouais, je sais pas, ouais, des débuts juillet, quoi. Peut-être les premières sont peut-être arrivées 8-10 juillet. Est-ce que le mois de mai a été un peu frais, hein. Donc ouais, avec le réchauffement climatique, il fait plus froid, hein. Bon, je vais pas aborder le sujet de réchauffement climatique, mais là voilà un petit pommier que j'ai fait partir d'un pépin l'année dernière, donc il a 1 an et quelques mois, et vous voyez comme il se porte bien. Puis comme on a eu beaucoup d'eau et tout ça, on a eu tout ce qu'il fallait, regardez comme il est magnifique. Et donc ensuite j'ai fait une deuxième vague, une deuxième semis. Non, j'ai acheté les plants, j'avais pas fait les semis.
2 courgettes genre que j'ai plantées là-bas, je les avais plantées en mai. Ceux-là, je les ai plantées genre début juillet. Et là, elles sont nées fin juillet. Comme ça, dans l'espoir que ça me redonne une deuxième vague de courgettes. Parce que les pieds de courgettes, c'est comme celles que j'ai à l'intérieur. En gros, ça donne 1 mois. Là, je vous dis, ça va aller pratiquement 2 mois, quoi. C'est génial. On va voir, peut-être qu'elles vont encore perdurer. Hein. Elles attrapent pas l'odium et tout ça. Je ne sais plus quelle variété de courgettes c'est. Et je m'étais dit, voilà, comme celles-ci, elles vont mourir au bout d'1 mois, bah, j'aurai une deuxième vague qui arrivera. Et puis après, une troisième. Mais bon, on voit que là-bas, ça galère. Pourtant, j'ai bien mis du compost quand je les ai repiquées. Mais celle-ci, elle donne, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais bon, elle donne. Hein. Là, ça arrive. Alors, toute la zone ici, c'est de la pomme de terre dessous qui s'est enherbée. Donc, j'attends la fin de mes courgettes et après, j'arracherai à la griffe toutes mes pommes de terre que j'ai mis là-dessous. Voilà. Là-bas, le petit figuier de mon ami Rodrigue, du jardin de Camille Rodrigue que je développais à Paris pendant plusieurs années, eh bien, il se porte très bien. Rodrigue, si tu nous écoutes, si tu es là, si tu vois la vidéo, écoute, ton petit figuier, il va très bien. J'espère qu'on se reverra bientôt, puisque Rodrigue a quitté Paris aussi pour emménager pas très loin. On va s'organiser, on manque de temps. Voilà, donc là j'avais dit que c'était un abricotier, pas du tout. L'abricotier avait été coupé, c'est un prunelier qui était, en fin de compte, ça c'est le porte-greffe qui a repris le dessus. Donc c'était des prunes. Donc je vais voir si je le conserve ou pas, mais très intéressant. Très bien enraciné. Donc voilà, donc alors là dans la petite zone ici où il y a plusieurs pruniers, 1, 2, 3 pruniers. Donc là c'est de la Reine Claude, donc c'est fini, c'est plus précoce comme prune, mais je vais les tailler, hein, parce que mon grand-père les a jamais taillés. Moi je vais les tailler pour qu'ils s'évasent moins, parce que ça leur fera du bien, je pense. Je vais faire une taille en automne, je vais bien les tailler, plus court pour mieux contenir la production, en espérant qu'ils produisent bien. Là on voit, regardez, tous les gendarmes, c'est magnifique. Et là il y avait tout le porte-greffe qui repartait, donc j'ai tout coupé. J'ai bien surveillé ça. Là c'est, donc eux c'est de la Reine Claude, donc les bonnes prunes vertes, jaunes, qui sont très juteuses, qui sont magnifiques. Et mon grand-père avait bien vu, parce que là il avait mis de la quetch, de la prune violette, qui arrive plus tard. Donc ça c'est bien de ne pas avoir toutes ces prunes en même temps. Et puis ici, un beau cerisier. Donc ça, je vais me renseigner, mais le cerisier, apparemment, je crois que ça ne se taille pas. Comme le noyer, apparemment, il faut éviter. Mais moi, j'aime expérimenter. Donc, il y a quelques jours, j'ai perdu mon grand-père paternel, hein, mon grand-père Chatry, qui est décédé d'une crise cardiaque. Il n'a pas souffert visiblement, et mon père, ma tante et mon oncle nous invité, nous les petits-enfants, à venir chez Pépé prendre, si on avait besoin de choses. Et bien donc moi, pour mon autonomie, c'était avec joie que j'ai récupéré des cuves d'eau pluviale que je vais nettoyer, parce que mon grand-père n'avait pas mis du tout du système de filtre, et il y a plein de vases au fond. Donc il y en a une troisième que je dois les récupérer, donc ça c'est chouette, je vais bien nettoyer au Karcher pour bien les vidanger. Moi j'en avais déjà 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc là ça me déjà, ça me fera 8000, ça me fera 8000 litres, des cuves de 8000 litres, et là je vous raconte même pas, imaginez la quantité que captent tous ces hangars, c'est phénoménal. Alors moi ça me fait gentiment rire, toute cette sécheresse, etc., ça ne fait pas rire. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est à quel point le gouvernement ne fait rien, en fait. Parce que, voilà, si on manque d'eau, si ce qu'ils disent, déjà, on arrêterait, si on arrêtait un peu cette agriculture intensive qui arrose, moi je le vois ici, hein, pourtant c'est interdit, c'était interdit d'arroser cet été dans la Vienne, les potagers, mais l'agriculture intensive qui arrosait abondamment à midi, leur champ de maïs, etc. C'est dingue. Donc eux, ils pompent massivement dans la nappe phréatique, dans la nappe, mais vraiment massivement. Donc si on arrêtait déjà ça, et si on revenait à des cultures en phase avec le terroir, ça serait bien. Si en plus le gouvernement nous disait faites des hangars,
récupérer de l'eau de pluie. On va vous donner des aides, par exemple, pour mettre des cuves enterrées en béton. Bah ouais, là, avec tout ça, moi, avec ces hangars, là, si j'ai une cuve enterrée de 20 000 litres ou 25 000 litres, je suis complètement autonome, en fait. Pour arroser mon jardin, certainement, et puis pour l'eau que j'ai besoin à la maison. Mais ensuite, 30% de notre consommation d'eau, c'est quoi? C'est les toilettes. Mais pourquoi le gouvernement nous accompagne pas à passer en toilettes compostables? Donc, puisque le gouvernement ne fait rien de tout ça, bien évidemment, parce qu'ils veulent nous esclavagiser, ils veulent qu'on devienne... et nous, on veut s'autonomiser. Plus nous essaierons de nous écraser, plus on s'autonomisera. Donc c'est ça l'esprit de la résistance, et c'est toute la dynamique, la philosophie qu'il y a dans mon film, Tous résistants dans l'âme. C'est ça, c'est cette quête d'autonomie. Et bien là, je suis en train de travailler sur un modèle de toilette compostable qu'on va commercialiser. Et voilà. Mais s'il y avait vraiment cette histoire d'eau, ce problème d'eau, mais il y a tout là. On peut récupérer tout l'automne, tout l'hiver l'eau pour être complètement autonome. Bah oui, mais forcément... pour des multinationales, pour des laveurs d'eau chimiques comme Veolia et tout ça, ça va pas. Mais en tous les cas, voilà. Moi déjà, avec 8000, ce sera déjà pas mal. Je les connecterai aux gouttières et on va obtenir quelque chose d'intéressant. Puisque moi, ce monde, plus ça avance, plus ça me désintéresse, tout ce monde numérique, tout ce monde artificiel, hein, et toute cette intelligence artificielle absurde, excusez-moi, m'intéresse de moins en moins, même si je viens d'Internet, puisque j'ai travaillé près de 10 ans dans la création de sites Internet. Donc ça me permet de savoir, et puis de dire un petit peu, de savoir de quoi je parle. Donc là, pareil, j'ai récupéré l'établi de mon arrière-grand-père Chatry. Voilà, donc c'était mon grand-père qui l'avait, et donc avec l'autorisation de ma tante, de mon oncle et de mon père, j'ai pu le récupérer, et moi je suis très très heureux de retrouver, de continuer la vie de toute cette matière. Et par exemple, les râteaux, j'ai récupéré plein de choses de mon grand-père. Et moi, c'est vraiment très important pour moi. La pelle de mon grand-père, ça c'est la remorque de mon grand-père maternel qu'il avait construite. Donc voilà, vraiment de redonner, de prolonger la vie des matériaux plutôt que d'acheter neuf, pour moi, c'est vraiment une victoire. Autant quand je vais dans des supermarchés, c'est une défaite, à chaque fois je rentre. Mais quand je vais dans Emmaüs, quand je vais dans des brocantes, pour moi, c'est des victoires. Bref, je vais arrêter de vous saouler avec tout ça. De toute manière, tout ça, vous pouvez le retrouver dans mon livre, Tous résistants dans... mon livre, oui, il y a un livre que j'ai coécrit avec Louis Fouché, Tous résistants dans l'âme. Mais j'ai sorti un livre aux éditions Très Daniel le 25 mai dernier, qui s'appelle L'Esprit Permaculture, dans lequel vous retrouverez un petit peu ma philosophie. Je vous rassure, c'est pas redondant, c'est pas lourd. Un tout petit chapitre au début où je vous parle de tout ça, et ensuite où je vous partage toutes mes expériences de 5 ans de travail dans 4 jardins différents, dans 3 départements différents. C'est un livre très gros, qui fait presque 500 pages, et 500 et quelques pages, 580 pages je crois, et c'est en 100 fiches pratiques. Donc c'est pour vous autonomiser au maximum, parce que moi si je fais de la permaculture, c'est principalement pour partager tout ce que je trouve essentiel et vital. Donc alors vite fait, on arrive dans mon petit oasis, là, ma aide biodiversité. Ça pareil, j'ai pas vraiment copié quelqu'un, je pense que ça existe à plein d'endroits, mais je me suis dit tiens, j'ai des poteaux que j'ai acheté à un voisin, j'en mets face à face, et puis tous les branchages que je récupère, vous voyez, moi ici c'est comme une déchetterie, j'invite les gens à ramener tout ce qu'ils veulent en matière organique, et je mets comme ça, et ça me crée un corridor qui fait tout le tour de mon jardin, et voilà. Ensuite il y a l'enherbement, il y a les arbres qui apparaissent dedans, c'est les ronces qui s'y mettent surtout, et ça c'est génial. Donc je vous fais passer dans ma petite forêt comestible, donc là c'est un espace que je développe sur les bases de la forêt comestible. Donc, vous avez déjà vu 100 fois, récupération des eaux pluviales ici, un trop-plein qui alimente la première mare. Là, j'avais dégagé une zone dans laquelle j'ai fait de la pomme de terre. Ça n'a pas été formidable, mais je vais gratter ça, on verra ce qu'il y a. Ça alimente une première mare ici pour apporter de l'eau à la biodiversité. Et il y a un deuxième trop-plein ici quand la mare monte qui alimente la deuxième mare là-bas. Donc voilà, des zones que j'ai dégagées. Là, une zone de culture qui bénéficie bien de la canopée, donc c'est des faux acacias robiniers.
Et là, j'avais fait des fèves que j'ai plantées à l'automne et que j'avais récoltées donc début juin. Et là, donc là, je vais remettre des fèves parce que ça s'y prête très très bien. Je vais remettre du compost, un peu d'amendement. Je vais décompacter la terre et ça va repartir pour un tour. Là, une petite zone de culture dans laquelle j'ai fait mon ail violet, ça a très bien marché. Là, une zone de culture aussi à mi-ombre, ça c'est de la pomme de terre violette. C'est la première année que je fais ça, on va voir ce que ça donne. Là, c'est un poireau que j'ai laissé monter en graines et c'est hallucinant le nombre d'insectes qui viennent se nourrir de ça. Et c'est très beau en plus, graines de poireau. Voilà, donc vous voyez, hein, je ne tombe que les allées de circulation. Et là, par exemple, c'est une zone dans laquelle, quand je ramasse les plants, si je ne veux pas les remettre au sol, je les mets là. Quand je taille les arbres, je mets là, je mets tout en vrac. Et là, vous avez des refuges à biodiversité pour les serpents, pour les lézards, pour je ne sais quoi d'autre. Et puis ça ne m'emporte pas de tout savoir. Au contraire, je laisse faire la vie. Donc là, un petit poirier. Là, j'ai ramassé quelques poires qui a beaucoup donné. Hein. Je répète, hein, on a eu une année extraordinaire. Vraiment. Là, des coins, plein de coins. Là, les pois, il en reste encore plein. Il en a donné vraiment beaucoup. Là, c'était mon ail violet. Donc, je vais arracher l'herbe, décompacter, mettre du compost. Là aussi, ail aussi. Voilà, là encore, cognacier, des coins. Là, une zone intéressante. Je suis très fier de cette zone dans laquelle j'ai mélangé plein de plantes en fin de compte. Vous avez les tomates cerises, que je ne mange pas. Hein. J'ai pas le temps, j'en ai trop. Donc, ils ne sont pas extraordinaires d'ailleurs. Là, un maïs. Là, un pied de courge. Je ne sais pas ce qu'il fout là, je me suis trompé. Je ne sais pas ce que c'est que ce pied de courge. Mais ça fait partie des associations intéressantes. Tomates, courges. Parce que la courge va courir par terre. Et la tomate va venir se greffer et se tutorer sur le maïs. Moi, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Là, bien évidemment, l'Artemisia annua, la meilleure plante contre les maladies infectieuses. Une merveille. Elle nous annonce le retour du Covid. Moi, je tombe sur le cul, là. Bah, l'Artemisia annua, hein, en tisane, ou même comme ça. Les huiles essentielles sont hyper fortes. Voilà. Donc, on a dit courge, maïs, tomate, poireau et melon. Voilà. J'ai fait des melons, donc j'ai tous mes melons. C'est la première année que je plante des melons, donc j'ai acheté les plants. L'année prochaine, je vais faire mes plants. Pour essayer de me faire une grosse zone à melons, parce que j'essaie de... Ici, j'en ai trouvé en bio, mais je me dis, mais pourquoi je ne ferais pas des melons aussi? J'avais ma cousine qui elle, arrive à en faire pas mal. Et donc voilà, là j'ai une zone, ça c'est une zone sauvage que je n'ai pas tondue depuis 5 ans. Eh bien, je vais la tondre, je vais décompacter le sol, je vais mettre de la matière organique, bien paillée. Et l'année prochaine, ici, je vais faire une grosse zone à... Je pense à melon, on verra. Des beaux poireaux et tout. Voilà, donc là, une zone plutôt aromatique avec la sarriette, la mélisse citronnelle, l'origan derrière, l'estragon, le persil, la rhubarbe, encore l'Artemisia annua, la sauge, l'oseille, la menthe poivrée. Là, baie de goji, là, il faudrait que je le tutorise comme ça. Baie de goji qui fait ses fleurs. Je ne sais pas s'il va faire des baies. Je l'avais planté l'année dernière, donc il grandit petit à petit. Là, c'est mon ami Cathy qui m'a donné des fleurs, je ne sais plus lesquelles, des plantes, donc je les ai intégrées là dans la console. Voilà, vous voyez, donc je ne tombe que les allées de circulation. Alors là, c'est un plan de... Ça, c'est de la... comment ça s'appelle ce légume de l'île de la Réunion? Voilà, qui fait comme une liane comme ça, qui est une vivace. Je vais bien pailler, l'année prochaine elle va repartir. C'est comme des grosses pommes de terre un peu flétries là. C'est la chayotte. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez, le plant part de là et ça monte, mais ça sort là-haut en fin de compte. Ça sort en haut de mon cerisier de Montmorency là. On appelle ça de la guigne. Donc, je pense que cette année il va peut-être pas donner, mais peut-être que l'année prochaine il fera des chayottes. Donc le plant va mourir, mais ensuite, c'est une bonne alternative à la pomme de terre, ça. Et c'est très abondant, et surtout c'est une vivace. C'est-à-dire qu'une fois en terre, elle va ressortir chaque année, ça c'est absolument génial.
Donc là, bon, bah, des tomates, hein, je ne peux pas manger. Hein. J'ai pas le temps de les récolter, de les manger. Mais beaucoup trop. J'ai pas fait beaucoup de... Là, une vigne avec des raisins. Ouais. Moi, c'est des raisins de table, mais ils sont pas extraordinaires. Mais ça va. Les dernières, mais je l'ai planté il y a peut-être 3 ans. Les dernières m'a fait une grappe. Là, elle me fait plus de grappes. Et après, l'idée, c'est que cette vigne vienne s'enlacer dans ce pêcher. Une pêche de vigne, là. Voilà. Donc là, une zone avec les betteraves. J'ai mis pas mal de betteraves partout. Avec les poireaux. Là, un petit pommier que j'ai fait depuis un pépin. Donc là, encore des salades, des betteraves. Voilà. Là, un pommier aussi que j'ai fait il y a peut-être, je sais plus, 3 ans. Celui-ci aussi, d'un pépin. Donc si ça ne me fait pas des pommes, bah, ça me fera un bon porte-greffe. Et si j'ai de la chance, si j'ai des pommes avec, et ben, ce sera des pommiers qui seront très très bien intégrés. Voilà. Bien sûr encore de l'Artemisia annua, puisqu'on arrive à la 18e ou la 190e vague de Covid. Donc il faut se prémunir. Voilà. Donc là, du fenouil. Moi je l'ai planté tardivement. Je sais pas ce que ça va donner, hein. J'ai pas vraiment d'espoir. Mais bon, j'ai testé. Et puis mes betteraves, et puis voilà. Tac. Là, un poirier. Un petit poirier. C'est la première année qu'il me donne des poires. Je l'ai planté il y a peut-être 2-3 ans. Il fait des poires. Voilà. Là, l'année prochaine, je vais la dégager, cette zone, pour la cultiver. Parce qu'en fin de compte, j'arrose par aspersion. Vous voyez, je mets au milieu. Vous voyez, ça fait un cercle. Je mets ici au milieu sur un escabeau et ça arrose comme ça, donc ça lance très haut l'eau et ça balaye de droite vers la gauche comme ça, et donc ça m'arrose toute la zone là. Voilà, et je laisse 30 minutes, ça consomme pas beaucoup d'eau. Allez, même 45 minutes je peux laisser, et ça m'arrose vraiment super bien, quoi. Donc avec toute l'eau que je peux récupérer du ciel avec tous ces hangars, je peux vous dire que c'est l'abondance. Là, de la menthe marocaine. Là, un argousier mâle. Là, l'artichaut. Des pieds d'artichaut, ça j'en mets de plus en plus. Et là, regardez-moi cette merveille. Dans ma biodiversité, il y a maintenant les ronces qui sont venues s'enlacer et qui nous font des super fruits pour les oiseaux, pour les animaux, pour moi. C'est magnifique. Pourquoi s'embêter avec les framboisiers alors que, bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais regardez, pour moi, ça, c'est l'aboutissement que je voulais depuis longtemps. Il y a 5 ans, quand j'ai fait ces haies, mais si les ronces viennent, ce sera formidable. Parce que ça fait une barrière humaine, c'est-à-dire que là, je vais continuer à mettre des matériaux, ça va monter. Ça fait une barrière humaine, donc là, je ne vais pas avoir des crétins qui vont vouloir venir dans nos jardins. Une barrière animale aussi, pour éviter, je ne sais pas, que des chevreuils, par exemple, puissent venir. Et puis ça structure ma biodiversité. Ça permet de l'intégration d'arbres qui vont pouvoir sortir dedans et pas être embêtés, mangés par des lapins et sortir. Donc ça va s'ensauvager vraiment. Ça peut-être faire une petite haie naturelle, c'est ça que j'attends. Et vous savez, la ronce, on dit que c'est une mauvaise herbe, mais ça c'est une grosse connerie de penser comme ça. Si cette plante est aussi envahissante, c'est justement qu'elle est très puissante. Donc il faut en tirer. C'est comme mes faux acacias robiniers, on m'a dit oh, c'est très envahissant, mais moi je les contiens. Dans la permaculture, il n'y a pas d'ennemi. On compose avec l'existant, on ne rentre pas en guerre contre lui, on peut le délimiter et puis retirer des briques d'année en année si on veut. Mais moi je compose avec, parce que c'est Barnabé Chaillot, qui est dans mon film Tous résistants dans l'âme, qui m'a expliqué qu'on peut faire du thé de ronces avec les feuilles. C'est dans mon livre L'esprit permaculture. Je vous explique comment faire du thé de ronces. Alors vous imaginez la puissance de cette plante avec les feuilles, en les faisant. J'ai mis toute la recette dans mon livre. Dans mon livre, c'est la permaculture au jardin, mais c'est aussi tout ce qui est production de kombucha, de graines germées, de thé de ronces, de lessive à la sonde. J'ai mis vraiment tout ce que j'ai expérimenté pendant 5 ans. Et bien, du thé de ronces, c'est formidable. On a l'impression de boire du thé vert. En fin de compte, vous prenez des feuilles que vous faites macérer dans un linge mouillé à la maison pendant peut-être 3 jours, je crois.
Ensuite, vous les déshydratez. Ensuite, vous les écrasez. Ça fait comme un thé vert. Et quand vous le buvez, ça fait vraiment comme du thé vert. Donc, c'est génial. Absolument génial de pouvoir utiliser cette plante. Et en plus, mon ami Philippe m'a dit qu'en la broyant, la ronce, c'est un super accélérateur de compost. Donc, tout est bon dans la ronce. Tout est bon dans le cochon, mais... Et la ronce, il y a tellement de plantes comme ça. Voilà, regardez l'abondance, ça commence. Encore une fois, on a eu la chance, dans ma région, d'avoir un été remarquable. Donc là, j'ai mis un petit sumac. Donc le sumac, vous savez, ça fait des fruits rouges comme ça, comme des grosses grappes rouges. C'est un goût... et pareil, dans mon livre « L'esprit permaculture », je vous ai mis comment faire la limonade au sumac. Là, la rose de Damas, la rose qui sent le mieux. Donc ça, c'est une bouture que j'ai multipliée, que m'a donné mon voisin. Ça, c'est donc là-bas, c'est l'argousier mâle, l'argousier femelle qui fait ses fruits. Mais cette année, il n'a pas eu de fruits. Ils ont pourri avant. Donc je ne sais pas. Je pense que ça a besoin d'être très très aride, très très sec. Et on a eu beaucoup d'eau, on a eu pas mal d'eau. Donc peut-être qu'il n'a pas aimé. Je ne sais pas. On verra l'année prochaine. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. C'est pour ça que moi, par rapport au réchauffement climatique, je vais quand même vous en dire 2 mots par rapport à ce que je ressens subjectivement. C'est que, bien évidemment, que l'impact de l'homme a un effet sur la nature. Ça, c'est sûr, de puiser comme ça dans de puiser le pétrole, de faire tout ce qu'on fait, la déforestation, etc. Bien évidemment que ça a un impact. Mais on a tendance à dire, ouais, mais regardez, là, il fait plus chaud, là, machin, plus froid. Mais quelque part, moi, ça m'inquiète pas, c'est normal. La planète, c'est comme moi, quoi. C'est un organisme vivant. Donc, des fois, moi, j'ai froid, des fois, je suis malade, des fois, j'ai chaud, des fois, machin. Donc, pour moi, c'est normal que les années se suivent et ne se ressemblent pas, qu'on ait des vagues de chaleur, des vagues de fraîcheur. C'est un organisme vivant, la planète. Donc, mais je suis conscient que l'impact d'humain joue sur ça. Mais pour moi, je reste prudent parce que je vois que tous les médias s'alignent pour dire la même chose, avec Jean Covici, qui est Monsieur Carbone, et qui sont des gens des catastrophismes, quoi, qui disent que tout va bas, machin, il va falloir en gros entrer en prison, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. J'écoute ce qu'ils disent, j'écoute, machin, mais moi, j'ai confiance dans la nature, et je vois qu'ils instrumentalisent un petit peu tout ça. Donc, je suis prudent, tout simplement. Donc, affaire à suivre, mais moi, pour l'instant, j'ai confiance. Alors là, une zone de courges, où j'ai mis 3 variétés de courges, donc de la butternut, parce que c'est vraiment ma courge préférée. Butternut, donc vous voyez, j'ai mis des tuteurs, 1, 2, 3, 4, il n'y a que 4, là-bas c'est un tuteur pour un pommier, que 4 endroits où j'ai mis au moins au pied, au moins 4-5 pieds de courge, tac, 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 tac. Donc beaucoup de butternut. Là, je vais avoir une vingtaine facile de belles butternut comme ça, vous voyez. Elle commence à être pas mal, bien grosse. Il y en a partout. Et puis aussi la Jack aux lanternes. Voilà, celle-ci arrive à maturité, donc très grosse. Hein. Là, vous voyez, celle-ci, c'est la plus grosse que j'ai. Je ne sais pas combien va peser celle-ci, mais elle est costaud. Voilà, il y en a là. Voilà. Et puis potirons aussi, des potirons. Et je suis bien content, ça fait une belle zone. Voilà. Donc là, je peux vous dire que là, je vais être autonome pour les courges. Bon, de toute façon, chaque année, j'en jette. Donc, il vaut mieux s'organiser. Mais il y en a d'autres qui arrivent là. Ouais. Donc, ce que j'ai fait là, pour éviter l'enherbement, il y en a beaucoup qui utilisent les bâches. Moi, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser un matériau naturel qui est la tuile. C'est de l'argile cuite. Et si vous voulez, regardez ce que j'ai fait. Donc ça, j'ai expérimenté aussi. J'ai eu l'idée, hein, je ne me suis pas spécialement inspiré de quelqu'un. Mais je me suis dit, tiens, je vais entourer mes zones où j'ai fait les plants de tuiles. Et comme ça, par exemple, si on ouvre là, tac, voilà. On voit que ça garde l'humidité, qu'il y a plein d'insectes.
Et quand j'arrose, du coup, je vide un arrosoir ici. Je vide 10 litres là. Bon, et comme ça s'imprime là. Toute la surface est paillée, quoi, recouverte de tuiles plates. Et du coup, je minimise l'évaporation et l'enherbement. Et ça, c'est très intéressant. Et ça marche. Franchement, ça a bien marché. Ça garde le chaud aussi. Et c'est vraiment top. Donc, vous voyez, dans mon jardin, moi, je cherche aussi l'esthétisme. Quelque chose de fluide, naturel, où les énergies circulent. Et là où je suis très content, c'est que plus les années passent, plus mon jardin, je le trouve beau, quoi. Et plus je m'y sens bien. C'est vraiment... Vous savez, je le dis ça dans mon livre, l'esprit de permaculture aussi, l'étymologie du mot paradis, c'est le jardin, en fait. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un paradis. Hein. C'est un peu les mots aussi de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de Philippe Forer, et il appelle son jardin son paradis. Et là, vous voyez, j'ai fait comme ça avec les melons. Et moi, je suis très content de voir comme ça toute cette biodiversité proliférer, les escargots. Et regardez la vie là-dessus. Ah, bah, il y a carrément des escargots. Il y a les araignées, il y a les cloportes. Voilà, tout se passe très bien. Donc, bah voilà, 40 minutes de visite. J'espère que ça vous a plu. J'aurai encore 1000 choses à vous dire, mais je vais pas vous prendre trop de temps non plus. L'objectif, c'est que vous voyez cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à la partager autour de vous. Ça me fera plaisir. Et puis, je vous remets une petite illustration pour mon livre hein, qui vient de sortir. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez acheter mon livre. Hein, il est en vente sur les plateformes en ligne. Vous pouvez aller le commander chez votre libraire. C'est un beau livre. On m'a dit que c'est une vraie Bible sur la permaculture, sur l'autonomie. Selon moi, vers quoi nous devons vraiment aller. Autonomisons-nous. Allez, à très bientôt. Merci. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.